Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, on va du côté de la SEC, du côté de College Station avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Baptiste, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va. Je suis très content de partager cet épisode pour parler des deux Aggies de Texas A&M, une saison qui s'annonce assez palpitante quand même, avec la deuxième saison de Mike Elko à la tête de tes Aggies. Excité, je suppose, quand même, Geoffrey. Ouais, je suis assez excité. Il y a des bonnes choses à venir. Il y a des questions, mais on va parler de tout ça. On va commencer déjà par récapituler un peu la saison passée. Alors, une saison que tu qualifieras comment ? Alors, un bilan de 8-5 à la sortie, encourageant, un peu déçu. Quel est ton ressenti à la sortie de la saison ? C'est un peu particulier parce que 8-5, c'est à peu près ce que j'avais prévu en pré-saison. Donc, 8-5, c'était satisfaisant sans être exceptionnel. Mais c'est la manière dont la saison s'est déroulée qui rend la chose un petit peu frustrante quand même. Parce qu'on commence avec une défaite contre Notre-Dame. Premier match de Mike Elko, on a une trentaine de joueurs qui étaient partis sur le portail, plus les joueurs qui graduate. Ça fait la moitié de l'effectif qui tourne. Donc, premier match en plus contre une équipe de Notre-Dame très très bien rodée en troisième année de Marcus Freeman. Donc on perd de pas grand-chose, mais donc pas complètement illogique. Et ensuite, on gagne 8 matchs de rang. Puis 3 défaites pour finir la saison régulière, alors qu'il nous aurait suffi d'une victoire sur ces 3 matchs pour jouer la finale de SEC. Et après, une défaite en bowl contre USC, mais les bowls, c'est un petit peu plus anecdotique maintenant avec la manière dont le calendrier se passe. Ouais, surtout il y a cette défaite contre Auburn qui est pas très jolie, on va dire celle-là. Ouais, qui a initié c'est la défaite qui a initié la chute de ce qui s'est passé avec la chose qui nous a coûté les matchs en fin de saison, c'est les defensive backs qui se trouent complètement, et donc qui ont permis à plusieurs de nos adversaires de gagner. Et puis plus le match contre Texas où là c'est juste notre attaque qui n'arrivait plus à avancer, mais on avait une attaque au sol avec notre running back 1 qui s'est blessé au bout de 7 matchs et contre une des meilleures defensive lines du pays, tout simplement. Donc on n'avançait pas. Ok. Quels ont été les points positifs de la saison, les points négatifs en termes de football pur Une attaque qui a parfois eu un peu de mal quand même, c'est ça On a eu une attaque qui a eu du mal, mais une stat quand même assez intéressante. En match de conférence, en match de SEC, on est l'équipe avec la plus haute moyenne de points marqués, avec 29,4 points par match. Une grosse attaque au sol, on a un gros jeu au sol qui s'est bien développé. On a eu, comme les 3-4 dernières saisons, des problèmes de quarterback, parce qu'on a eu Connor Weigman qui commence starter, qui fait une mauvaise performance contre Notre-Dame, mais entre le pass rush, les defensive backs de Notre-Dame, c'était pas forcément la pire chose, qui ensuite fait des performances tout à fait correctes contre le reste de notre calendrier hors conférence, qui se blesse. Marcel Reed joue quelques matchs, Weigman revient, il est catastrophique, et pendant le match contre LSU, on fait re-rentrer Marcel Reed qui dynamite complètement LSU, qui n'était pas du tout préparé à affronter un quarterback double menace et qui nous permet de gagner ce match-là. Marcel Reed start pour la fin de la saison, mais il avait des grosses lacunes en tant que passeur, et du coup, notre attaque a reposé quasiment exclusivement sur le jeu au sol, mais après on a perdu notre running back 1 qui était notre seul power back parce que Ruben Owens s'était blessé aussi à l'intersaison. Donc, il y a eu une attaque qui a marqué des points, mais qui a eu qui était très lisible en fait pour les adversaires. Ok. Au niveau de l'intersaison, Geoffrey, pas de changement au niveau du coaching staff. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la classe de recrutement, sur le portail de transfert, etc. On a
toute la D-line qui est partie, entre un petit peu sur le portail, sur ceux qui étaient en rotation sur les postes de defensive tackle et 3 draftés sur les 2 premiers tours. Sur les defensive, on a eu sur le portail, on n'a pas eu de départ très très impactant. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Il y a eu des départs, mais ça, de toute façon, c'est inévitable maintenant. Mais il n'y a pas eu de gros départs. Par contre, sur la classe de recrutement, ça a été une bonne classe sans beaucoup de defensive back. Ça, c'est un petit peu ce que Mike Elko essaie de changer énormément, c'est les defensive backs. Ensuite, sur le portail des transferts, là, par contre, on est allé chercher des choses qui nous manquaient cruellement. Donc principalement des receveurs, avec Casey Conception de NC State qui sort d'une magnifique saison à plus de milliards, et Mario Craver de Mississippi State qui en tant que true freshman ou en redshirt freshman, je ne sais plus, mais enfin en freshman a fait une très belle saison l'an passé. Voilà en gros pour le cornerback de Georgia, Julian Humphrey. Qui sera quand même qui a joué en plus des matchs l'an passé avec Georgia, donc quand même un joueur de haut niveau, donc ça c'est quand même plutôt des bonnes choses. Donc voilà pour la partie recrutement, sans rentrer trop dans le name dropping. Est-ce qu'il y a un freshman qui pourrait jouer ou qui pourrait faire parler de lui? J'ai pas vraiment l'impression, surtout qu'on est quand même assez stack sur on a un effectif assez profond sur beaucoup de choses. En plus, on n'a pas de mecs très très haut classés, ou alors j'ai plus la classe de recrutement exacte en tête, mais ou alors c'est sur les lignes, et sur les lignes, on sait que c'est très très difficile pour les freshmen de commencer directement et d'avoir de l'impact. Okay. Et après, peut-être, éventuellement, peut-être le receveur Jerome Miles, mais qui se remet d'une grosse blessure, qui n'a pas participé au spring training. Éventuellement lui, donc c'est un receveur 5 étoiles qui vient de l'Utah, mais bon, sinon, j'ai pas l'impression qu'on va avoir de freshman d'impact immédiat. Après, ça peut être une bonne surprise, mais voilà. Ok. Petit revue d'effectifs, Geoffrey, sur tes Aggies en 2025. On va parler peut-être d'abord du poste le plus important. Qui sera le quarterback titulaire en 2025 ? Marcel Reed, qui fait quand même une saison, des morceaux de saison, parce qu'il joue 7 matchs, dont un en backup, avec 1860 yards à la passe et 540 yards à la course. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. On va attendre de lui surtout qu'il ait progressé dans le jeu de passe, parce que même s'il a produit des yards, il y avait des interceptions un petit peu dommages, des lancers imprécis quand il y avait des mecs qui étaient ouverts. Donc c'est ce qu'on va attendre de lui. Pour les receveurs, ça va être surtout les arrivées du portail, Casey Conception et Mario Craver qui devraient être les cibles principales, puisque Noah Thomas, qui était notre cible numéro 1, lui est parti sur le portail. J'avais dit, il n'y a pas grand monde d'importance qui est parti, c'est Noah Thomas, le joueur le plus important qui est parti. Après, on a eu le yo-yo Micah Hudson, mais bon, ça, voilà, on en reparlera peut-être rapidement pendant la preview de Texas Tech. Au niveau des tight ends, en général, on ne les utilise pas trop dans le jeu de passe, donc ça va surtout être là pour bloquer, donc pas de nom très très important. La ligne offensive, c'est 4 titulaires de la saison passée sur 5 qui reviennent, et le centre qui devait être le centre titulaire l'an passé, mais qui s'est fait une rupture des ligaments croisés à l'intersaison, qui du coup n'a pas joué quasiment toute la saison passée. Donc on peut dire que c'est une ligne titulaire de retour.
Et pour les running backs, c'est pareil. Livion Moss est de retour après sa blessure. On va voir comment il revient. Ruben Owens, qui était revenu déjà en toute fin de saison dernière de sa rupture des ligaments des camps de printemps l'an passé, qui sera là aussi. Donc, au niveau, donc, beaucoup d'expérience sur la ligne, sur les running backs. Donc, on va, comme l'an passé, s'appuyer sur un gros jeu au sol et on va espérer des big plays de nos nouveaux receveurs qui, en plus, sont très rapides. Ça donne l'impression quand même qu'il y a quand même une jolie profondeur d'effectif, non, sur cette attaque-là. Moi, j'aime bien la running back room quand même, hein, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, vous avez toujours bien recruté, hein, c'est pas trop le souci, mais ça a été conservé, ça a été un petit peu plus compliqué ces dernières années de conserver des classes de recrutement. Mais là, j'ai l'impression que ça clique un peu quand même. Donc, je suis assez excité pour ce que ça va donner. Et je suis assez excité aussi, et j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur un gros jeu au sol, et ça aidera beaucoup Marcel Reed, hein, qui n'est pas le meilleur passeur. Sera probablement pas le meilleur passeur, mais si on a un gros jeu au sol et dont il peut participer, ça va libérer les receveurs pour jouer. Parce qu'en plus, là, voilà. Pour le coup, le Conception, c'est quand même le bon coup sur le portail des transferts. Hein. Il était hyper demandé. Ouais. Hein, ça. C'était un joueur très demandé. Bon, lui et Mario Craver, c'est un peu le même profil, des mecs un peu petits, un peu rapides, etc. Donc, on va pas trop jouer du gros catch contesté, mais c'est pas grave. De toute façon, les receveurs, ils vont plus. Ça va pas être la base de notre jeu. Mais ouais, je pense qu'on peut espérer une saison à 1 milliard de Conception. En tout cas, si quelqu'un doit le faire, c'est lui. Ok. Je te propose maintenant de passer en défense. Quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses des Aggies cette année? Alors, on a la defensive line, hein, qui va être une grosse question, parce qu'on a toujours très bien recruté à ce niveau-là, mais on a les 3 titulaires indiscutables de l'an passé sur 4 de la D-line qui sont partis à la draft, et des mecs de rotation qui sont partis sur le portail. Maintenant, on a fait venir des beaux joueurs quand même sur le portail des transferts, donc de Florida, de Iowa State, et on a notamment un joueur qui avait commencé à montrer des belles choses l'an passé, mais c'est un outside linebacker. C'est un vrai outside linebacker, c'est un pass rusher, mais qui est aussi tout à fait capable et qui est bon en coverage. C'était un transfert l'an passé qui venait de Western Michigan, je crois. Cassius Howell. Ça, c'est quelqu'un à surveiller sur notre pass rush. Je pense que ça va être la menace principale. On a nos 2 linebackers titulaires, par contre, qui sont de retour. Ça va être la partie stable de notre défense. On n'a pas été exceptionnel dans la défense contre la course l'an passé, mais on reste avec nos titulaires qui ont montré des belles choses. Donc ça, et puis la défense contre la course, ça se joue aussi sur la defensive line. Hein. C'est pas juste les linebackers. Souvent, les linebackers, ils sont là pour faire le nettoyage, mais ça se joue sur les lignes avant. Et ce qui doit être la force de notre défense, et qui en plus c'est une signature de Mike Elko quand même, c'est les defensive backs. Donc on a Will Lee, hein, qui était un cornerback LSEC, qui doit revenir, Tyreek Chappell qui revient de blessure après avoir manqué quasiment toute la saison l'an passé dans le slot, et donc Julian Humphrey, hein, qui arrive de Georgia, qui devrait jouer de l'autre côté de Will Lee pour former le cœur de notre défense aérienne, et c'est ce sur quoi on doit progresser, puisque c'est ce qui nous a coûté des matchs. On est en saison 2 de Mike Elko qui va play call, hein, sur la défense. Il l'a pas tout le temps fait la saison passée, mais cette année il va le faire intégralement. Donc on est en saison 2 de Mike Elko. On a une attaque qui va être basée sur un jeu au sol. Donc si la défense fait le travail correctement, on devrait contrôler le tempo des matchs. Donc ça, c'est une assez bonne chose.
Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, comment on peut dire, c'est Michael Cook avait quand même la réputation d'être un coach défensif. Donc voilà, pour ceux qui suivaient pas forcément sa carrière du côté de Duke, qui a été recruté pour ça. Et effectivement, je pense que c'est Oui, l'année 2 et c'est peut-être à ce moment-là qu'on ouais. va voir les améliorations au niveau défensif, quoi. Il était coordinateur défensif à Texas A&M avant d'aller à Duke et l'année 2020 où Texas A&M gagne, fait 9 victoires, une défaite, 9 victoires, oui, 9 victoires, une défaite. Enfin, l'année Covid, qui est une très belle année pour Texas A&M, ça a été basé sur une excellente défense et c'était lui qui était le coordinateur et sur les 7-8 dernières années, les deux meilleures années qu'on a eues, c'est avec Michael Coe en tant que coordinateur défensif. Ok, très bien. Bon, la question, Geoffrey, qui est dans toutes les bouches, et c'est un peu le running gag quand on parle de Texas A&M, c'est est-ce que les Aggies vont être capables de faire autre chose, de passer ce cap des 8 victoires et 5 défaites? J'ai l'impression que 8-4, 8-5, c'est un peu votre plafond de verre ces dernières années. Ouais. Comment tu le sens, toi? On va parler un peu du calendrier aussi, mais comment, toi, tu sens cette saison? Quels sont pour toi le plafond? Quel est pour toi le plancher de cette équipe-là? Est-ce que si tout sourit, une place parmi les 12 en college football playoff, c'est atteignable? Quel est ton ressenti de la situation? Pour moi, le plafond, ça va être 11 victoires, mais c'est un plafond vraiment très très haut. Il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent bien. Je pense que 9 victoires, c'est un objectif tout à fait atteignable. 10, ça peut être bien. Si on fait moins bien que la saison passée, ça serait vraiment une énorme déception. Donc moi, je pense que le plancher, il est à 8 victoires. Et puis, on va parler du calendrier. On commence doucement avec réception de UTSA, de Utah State. Donc ça, c'est assez gentil pour démarrer la saison. Le premier match très difficile, et j'aurais aimé que cette série se joue dans l'autre sens. D'abord se déplacer à Notre-Dame l'an passé où on était en première année et que c'était un match très difficile, et les recevoir cette année, c'est dans l'autre sens. Donc on se déplace à Notre-Dame, qui font partie des favoris pour le titre national, malgré un turnover assez important, mais pareil, ils auront eu 2 matchs pour se mettre en jambes. Donc match très difficile et très important. Ensuite, on a 3 réceptions. Bon, le calendrier de SEC, c'est à peu près aussi simple que ce qu'on peut espérer d'un calendrier de SEC de nos jours. Il n'y a pas Alabama, il n'y a pas Georgia, il n'y a pas Tennessee. Voilà, il y a Auburn, grosse question à Auburn, on en parlera pendant la preview. Mississippi State, qui sont pas incroyables. Florida, c'est pareil, c'est des grosses questions. Il y a du potentiel, mais voilà. Le match contre Arkansas, c'est noté. C'est un déplacement, mais c'est encore. Tout à fait, c'est en terrain neutre, là. Non, c'est fini. C'est fini. C'était l'année dernière, la dernière année. Donc ça y est. Oui, tant mieux. Mais on rejoue sur les campus et voilà. Donc on a Auburn, Mississippi State, Florida à domicile. Ensuite, on enchaîne 3 déplacements. Ça va être un moment compliqué du calendrier. Donc Arkansas, LSU surtout, gros déplacement. On verra où est-ce que LSU en est à ce moment-là. Déplacement à Missouri, réception de South Carolina, un petit cupcake, un petit EFCS au mois de novembre contre Samford et enfin la rivalité contre Texas à Texas pour finir la saison. Donc voilà les 3 matchs clés qui peuvent faire basculer la saison sur une réussite complète. C'est LSU, Notre-Dame et Texas. Mais il faut quand même se méfier de Florida qui a du beau potentiel, je pense. Ouais. Alors pour rappel, le calendrier de la SEC cette année, c'est en fait le calendrier de l'année dernière inversé. C'est-à-dire que voilà, c'est les mêmes équipes, sauf que si vous étiez à l'extérieur, vous êtes à domicile, etc. etc. Donc il y a, je pense, quand même un petit sentiment de revanche quand je vois le début du calendrier SEC avec Auburn d'entrée de jeu. Je pense que ce match-là, à mon avis, il est coché quand même depuis longtemps et ça sera l'occasion de marquer un peu les esprits. Mais c'est vrai que comme tu dis,
il est quand même ouvert, hein, ce calendrier de SEC. Hein. Il y a en vraiment grosse équipe, il y a Texas et LSU, j'ai envie de dire, sans faire offense aux Gators de Guigui, mais il y a quand même un côté un peu. On ne sait pas trop où ils en sont finalement. Enfin, il y a beaucoup d'espoir pour eux, mais un peu comme Texas A&M. En tout cas, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Surtout que voilà, qu'on soit très clair, hein, s'il y a une victoire à Notre-Dame, on peut voir Texas A&M à 6-0 quoi. Oui. S'il y a victoire contre Notre-Dame, oui, j'espère qu'on arrive à 7-0 contre LSU, oui. Ouais, tout à fait. Bon, toi, très clairement, quel est ton objectif pour cette saison pour Texas A&M? Est-ce que tu prends à rêver d'une qualification pour College Football Playoff ou simplement arriver à 9 victoires, une amélioration par rapport à l'année dernière, ça sera déjà une évolution positive et donc un signe positif quand même de l'évolution des choses. Les playoffs sont pas impossibles. Clairement, c'est pas. Si on me dit maintenant, Texas A&M fait les playoffs à la fin de la saison, je suis pas là. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc incroyable. Genre, c'est possible. On a l'effectif pour, on a recruté pour. De toute façon, ça c'est quelque chose qui a jamais changé. On a un bon coaching staff pour moi. Maintenant, il faut que, voilà, en fait, LSU, on les a battus l'an passé. Ils ont fait des très belles acquisitions sur le portail, mais ça, on en parlera avec Ryan. Mais en fait, il faut qu'on se place. Pour l'instant, pas encore. Je vais pas encore dire. Le but, c'est d'être Texas, Alabama, Georgia, les programmes qui sont là tous les ans au taquet, etc. Mais juste si on arrive à se placer, à devenir ce qu'est LSU actuellement, c'est-à-dire un programme qui est capable, pas tous les ans de jouer le titre en conférence, mais qui régulièrement est capable de le faire avec ses classes de recrutement, avec son coaching staff, avec une culture aussi qu'on n'a pas à Texas A&M, que LSU a, avec trois titres nationaux sur la dernière décennie, depuis le début des années 2000, avec des saisons magnifiques et des saisons beaucoup plus compliquées, mais mais voilà, pour moi, c'est le prochain niveau. Après, on a les moyens financiers de devenir ce qu'est Texas, ce qu'est Georgia, ce qu'est Alabama, mais ça, c'est le niveau au-dessus. Il faut d'abord pérenniser le truc. Texas, quand Steve Sarkisian le prend, c'est une bonne décennie, plus de 15 ans de disette quasiment depuis le dernier titre national, parce qu'il était très tôt au début des années 2000. Et puis, il a eu 2 premières saisons, franchement, pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre vu ce que Texas a recruté, mais il a élevé le truc, et là, il a fait 2 participations en playoff consécutives, et c'est, je pense, ce qui est possible d'aspirer pour le programme, mais pas de suite. Il faut déjà y arriver une fois. Tout à fait. Geoffrey, il va être l'heure de se mouiller un petit peu, de donner ton pronostic pour tes Aggies cette année-là. Alors, je t'écoute. Ton prono et mon prono ensuite, mais je pense qu'on va être à peu près sur la même longueur d'onde, à mon avis. Ouais, moi, je vais dire 9-3. Ouais, avec les défaites, tu sais à peu près là, à ton avis, ou c'est Texas, Notre-Dame, et on serait capable de battre LSU et de perdre contre Mizzou ou South Carolina juste après. Mais je pense, oui, si on fait 9-3 à la fin de la saison, c'est qu'on a perdu contre Notre-Dame et Texas. Ça, c'est sûr. Tu sais quand est-ce que sont vos bye week là, ou de mémoire, ou pas du tout? On a une bye week entre LSU et Mizzou, et une bye week. Où est-ce qu'elle est l'autre? Je regarde en même temps. Je crois après Notre-Dame. Oui, c'est ça, avant Auburn. Ouais. Parce que des fois, ça peut jouer, hein, c'est bye week de temps en temps. Bon, je vais te suivre avec ce 9-3. Parce que il manque peut-être un peu de talent au poste de quarterback. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey, mais je pense c'est une question. Ouais, je pense que c'est.
Je suis pas hyper confiant dans la capacité qu'a Marcel Reed à élever vraiment Texas A&M sur un autre niveau. Je pense que c'est un bon quarterback, mais il est trop souvent blessé et parfois un peu on va dire des brain farts, on va dire ça comme ça. Et je pense que voilà, on a bien vu, hein, tant qu'on n'a pas trouvé ce quarterback qui est capable de faire passer le niveau d'un programme, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même beaucoup de talent. Moi, j'aime bien cette attaque. Donc, le coup de conception, je pense que ça va être un super receveur en sec. Enfin, ce qu'il a montré à NC State, il est tout à fait capable de le montrer avec vous. Donc, je vais dire 9-3. Je pense que ça va être compliqué quand même à Notre-Dame, même si voilà, Notre-Dame, il va peut-être la gueule de bois du Nati perdu. Et puis comme toi, en fait, je vois bien un match paumé un peu dégueu, tu vois, le Mizzou, même le Arkansas, tu vois, un truc un peu con, mais une victoire à LSU. Et voilà, je vais être comme toi, je pense que contre Texas, ça va être compliqué. Ouais. Très clairement. Surtout là-bas. Hein, ouais, mais il y a quand même, il va y avoir un thème récurrent pendant les previews de SEC, c'est la question au poste de quarterback. Arch Manning, il a été, on en parlera pendant la preview de Texas, hein, il a été très bon sur les matchs qu'il a joué l'an passé, mais il a joué contre des G5 avec l'effectif de Texas. Très bon dans cette situation-là, c'est pas le truc, mais pareil, c'est un truc qui va revenir dans la plupart des previews de SEC, c'est une question au poste de quarterback. C'est vrai, hein, parce que c'est vrai que là, on vient d'enregistrer quelques autres previews, et c'est vrai qu'il y a quand même même si on a une jolie classe de quarterback, il y a quand même pas mal d'équipes dont le plafond, enfin en tout cas la réussite de l'année passera par cette capacité au quarterback soit d'élever son niveau de jeu, soit d'être au même niveau, enfin au niveau dont on l'attend. Voilà. On meurt et on vit par son quarterback en football américain, mais c'est d'autant plus vrai en college football, hein, qu'on soit très clair. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je vais dire 9-3 aussi comme toi. Mais voilà, la chance, parce que ce match contre Notre-Dame peut être hyper important pour vous, Geoffrey, parce que si vous le remportez, ça fait une jolie victoire sur le CV, et si tu perds 3 matchs, tu sais jamais, hein, 3 matchs de conf perdus en sec avec une victoire à Notre-Dame en plus, ça peut suffire, quoi. Enfin, on va voir comment le comité classe, mais c'est tout à fait possible que ça puisse être suffisant, quoi. Ça va arriver, hein, dans les années à venir qu'une équipe à 9-3 passe en play-off, hein. Enfin, faut se dire que il y a l'année dernière, ça serait arrivé s'il n'y avait pas eu Clemson. D'ailleurs, Clemson est passé à 9-3, mais en étant champion de conférence. Mais si Clemson n'avait pas battu SMU en finale de conférence, il y aurait eu une équipe à 9-3 qui n'avait pas joué une finale de conférence qui serait arrivée en play-off, hein. Donc ça va arriver, hein. C'est clair. C'est clair. Et puis voilà, on sait que, on va pas se le cacher, hein, mais la Big Ten et la SEC risquent notamment, je pense même plus la SEC risque d'être avantagée par la densité de la conférence de manière générale. Donc voilà, la stratégie on fait un très gros match de out of conference pour valider entre guillemets notre calendrier, et puis derrière le fait de jouer un calendrier sec, ça permet on va dire d'avoir une ou deux défaites un peu oubliées entre guillemets par le comité. Donc je pense qu'effectivement la stratégie, en tout cas le calendrier Texas A&M est tout à fait cohérent. On peut essayer de rentrer un peu par un trou de souris, mais on peut rentrer quand même. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez excitant parce que je trouve que la SEC est quand même relativement ouverte. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Geoffrey. Je suis pas je sais que Texas est un peu le grandissime favori, mais je mets un peu des pincettes, notamment au poste de quarterback. Il y a des trous dans l'effectif de Texas, hein. Tout n'est pas parfait, donc il y a des choses à voir. Il y a des grosses questions, mais on en parlera quand on fera la preview de Texas, mais il y a des grosses questions. Et puis voilà, finir une saison quand même par battre Texas là-bas, ça serait quand même sympathique, surtout si ce match-là a des répercussions pour le college football playoff, quoi. Clairement. Ou même une finale de SEC, hein, parce que aller jouer un titre de conférence, c'est... On est d'accord. En tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a ces deux matchs-là, à mon avis, Auburn et Texas, vu les performances de ces deux matchs-là qui ont été assez décevantes, à mon avis, Kelko et compagnie, ils ont dû cocher sur le calendrier en disant c'est le match d'ouverture de la SEC, c'est le match de fermeture de la saison. Je pense que ça va être ces matchs-là où on a envie de voir s'il y a du progrès par rapport à ce qu'on a attendu, ce qu'on a vu en tout cas par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est assez excitant. Geoffrey, merci de la présentation de tes Aggies. Je te souhaite à toi une très bonne saison, un peu avec plein de succès, etc. Je pense que
voilà, je pense que voilà, avec un monde du college football qui est en mutation, ce college football en playoff à 12, il y aura de la place pour des équipes qui seront un peu moins parfaites, un peu moins irréprochables. Et je pense que pourquoi pas les Aggies cette année, parce qu'il y a un calendrier qui est quand même loin d'être insurmontable. Pas de Bama, pas de Georgia, c'est quand même ça fait du bien, Geoffrey. Oui, ça fait du bien, clairement. Il y a des équipes qui n'ont pas cette chance-là. On verra dans les previews, mais il y a quelques équipes sur le calendrier, ils se font assassiner. Coucou Florida. Coucou Oklahoma. Mais ça, t'es content. Oklahoma, tout à fait. On y reviendra dessus. Merci Geoffrey en tout cas. On se revoit bientôt pour des nouvelles previews. On vous dit ciao tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde.